Bonjour, bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Jacques Sapir, économiste, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, plus connue sous l'acronyme EHESS, spécialiste de la Russie et auteur de nombreux ouvrages, notamment sur la mondialisation. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier avec l'élection de Donald Trump? Rupture ou pas? Oui, certainement. C'est une rupture, en tous les cas, au niveau symbolique. On le voit très bien. Évidemment, la presse, les médias ont été complètement pris à contre-pied. Mais ce qui est beaucoup plus important, on voit que l'établissement, l'élite américaine, qui était d'ailleurs tant démocrate que républicaine, mais qui votait contre Trump, qui votait Hillary Clinton, a été pris à contre-pied. Au-delà, on voit aussi qu'il y a une partie des élites mondialisées qui s'étaient beaucoup engagées en soutien à Madame Hillary Clinton, qui se trouve aujourd'hui prise à contre-pied. Et on peut penser que dans toute une série de pays, il y a eu peut-être un appui trop évident de dirigeants. Je pense par exemple à François Hollande ou à Angela Merkel. Et il aurait peut-être mieux valu que l'on soit peut-être plus respectueux de la démocratie américaine, qui consiste à dire que de toutes les manières, quel que soit le président, eh bien, il faudra de toutes les manières continuer de travailler avec ce pays. Alors Jacques Sapir, est-ce qu'on peut lire aussi autrement cet épisode avec la fermeture d'une parenthèse qui s'est ouverte dans les années 80 avec les anglo-saxons, notamment britanniques et américains, sur cet ultralibéralisme et cette fermeture qui a eu lieu avec le vote du Brexit en juin dernier et aujourd'hui, M. Trump, qui n'est pas franchement un libre-échangiste. Alors, il y a certainement quelque chose de vrai dans ce que vous dites. Je pense que plus qu'une fermeture après cette ouverture qui a eu lieu dans les années 80, c'est beaucoup plus la prise en compte des désastres qui ont été produits à l'intérieur des pays par cette globalisation sans contrôle, par cette globalisation sans frein, qui aujourd'hui pousse, on le voit effectivement, la population britannique, la population américaine à voter pour des gens qui appellent au contraire à des politiques de plus ou moins grande fermeture. Ce que vous avez appelé la démondialisation. Oui, c'est ce que j'avais appelé la démondialisation. C'était ce que j'avais dit justement dans ce livre, en expliquant que soit on s'attaquait au problème de la mondialisation de manière raisonnée, on commençait à lui mettre des freins, en particulier sur la circulation des capitaux, et si on ne le faisait pas, cela entraînerait de tels désastres à l'intérieur des pays qu'il y aurait un mouvement beaucoup plus radical, beaucoup plus violent contre cette mondialisation. D'où les contradictions de ce qu'a annoncé Trump pendant la campagne, à la fois fermeture, mais déréglementation des marchés financiers. Il a dit qu'il remettra en cause la loi Dodd-Frank qui régulait, après la crise de 2008, les marchés. Alors, il faut savoir que c'est une régulation qui est très, très, très timide. En fait, le vrai problème n'est pas tellement sur la question des marchés financiers, c'est beaucoup plus sur la question des banques. Et de ce point de vue-là, on voit bien qu'il n'y a pas de volonté, pour l'instant, aux États-Unis, de revenir sur la loi qu'avait fait passer Clinton. C'est un point important. Il ne faut jamais oublier que la déréglementation des banques, c'est la fin du mandat de Bill Clinton, et c'est vraiment un point sur lequel il y a une espèce de consensus dans l'ensemble de l'établissement politique américain, et c'est bien ce qui pose aujourd'hui le plus grave problème. Donc vous pensez que Trump va laisser cette libéralisation et que Wall Street va toujours devenir... Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr parce qu'on voit très bien... Trump est face à un vrai problème. Il sait qu'il n'a pas le soutien du Parti républicain. Il a été élu par le Parti républicain, mais il a été élu contre le Parti républicain. Une grande partie des dirigeants du Parti républicain ont fait publiquement campagne contre lui. Donc ça, c'est un... Il va y avoir des ralliements. Bien sûr, vous connaissez la formule, on va à la soupe, c'est vrai dans tous les pays. Bon. Mais néanmoins, ça va laisser des traces, et des traces importantes. Et en particulier, je pense qu'il y aura pas mal de temps avant que se reconstitue un minimum de lien entre, je dirais, la partie centriste du Parti républicain et Donald Trump. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, il y a des gens qui, eux, sont situés à l'autre extrémité de l'échiquier politique, ceux qu'on appelle les progressistes. Alors, il faut toujours rappeler qu'aux États-Unis, un libéral, c'est quelqu'un de gauche. Et que quelqu'un qui est considéré comme un radical, c'est quelqu'un d'extrême gauche. Bon, dans cette mouvance, et on sait très bien que cette mouvance, elle était incarnée un petit peu par le sénateur Bernie Sanders du Vermont, un peu libéral, un peu radical.
quel est le sens de la déclaration de Bernie Sanders qui vient d'être publiée hier sur le site du Sénat. Il a dit, voilà, si M. Trump est sérieux avec sa politique de venir en soutien des classes laborieuses, je suis avec lui. Si par contre, il continue de faire des propos racistes, xénophobes, etc., je suis contre lui. Ce qui veut dire qu'on voit très bien qu'il y a une partie, je dirais, de la gauche radicale américaine qui hésite et qui dit, ben voilà, voyons ce que va faire Trump. C'est la théorie du fer à cheval. C'est-à-dire que là, les extrêmes sont en train de se... Bon, théorie du fer à cheval, je vous avoue, je n'y crois pas trop. J'ai fait trop de sciences politiques. Mais je pense que ça correspond à une réalité. D'abord, il faut tenir compte d'une chose extrêmement importante, c'est le pragmatisme américain. Vous savez, aux États-Unis, on n'est pas du tout dans ces grands débats idéologiques qu'on adore en France. Les Américains, qu'ils soient de gauche ou de droite, sont d'abord des pragmatiques. Et d'une certaine manière, les gens qui sont des idéologues sont très souvent des gens qui sont hors du système. Ouais. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est une grande tradition, en réalité, d'avoir ce type d'alliance. C'est, par exemple, l'alliance sur laquelle s'est construite la première présidence de Franklin Delano Roosevelt. En 1932, quand Roosevelt a été élu, en novembre 1932, il a été élu après avoir fait une alliance avec l'un des représentants de ce populisme du Sud, c'était le Kingfish, Huey P. Long. Alors après, évidemment, Huey P. Long s'est écarté de Roosevelt. Bon. Mais en 1932, il y a un soutien des populistes du Sud à la candidature Roosevelt. Et donc, c'est un petit peu dans ce type de configuration qu'on peut se trouver effectivement aujourd'hui aux États-Unis. Deuxième dossier que je voulais aborder avec vous, la Russie. Là, on n'arrête pas de dire qu'ils vont se rapprocher. Quoi, c'est un nouveau partage du monde qui vont se faire entre Trump et Poutine. Vous y croyez, vous, à ça? Non, c'est impossible pour une raison très simple, c'est que les États-Unis et la Russie ne sont plus les deux seules grandes puissances. Et il y a bien entendu la Chine, il y a aussi l'Inde qui veut jouer un rôle de plus en plus important. Mais est-ce que c'est l'idée de Trump de se rapprocher de Moscou pour justement isoler, écarter l'Inde et la Chine surtout? Alors, il peut y avoir cette idée, mais je crois qu'il y a à la fois à Moscou et à Washington, maintenant, avec Trump, cette espèce de prise de conscience qu'on ne peut plus chercher à gouverner le monde avec une seule puissance. Il faut au minimum en avoir une autre avec soi, voire trois. Et ça, c'est un point extrêmement important. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il va y avoir effectivement un rapprochement entre la Russie et les États-Unis. Ce rapprochement, ce n'est pas nécessairement une très grande amitié. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va oublier qu'on a des intérêts de nation à défendre, que ce soit les États-Unis ou la Russie. Mais ça veut dire que derrière ces intérêts particuliers de nation, on peut peut-être trouver des points sur lesquels on est d'accord, qu'il s'agisse sur la lutte contre le terrorisme ou qu'il s'agisse aussi pour faire baisser la tension, et en particulier la tension militaire entre les deux pays. Il faut rappeler aujourd'hui qu'en Méditerranée, avec l'arrivée d'une escadre russe devant les côtes du Liban, on est quasiment dans une situation de guerre froide. Et là, très clairement, Trump a dit non. Il faut en finir avec ça. Il faut que les États-Unis commencent à se dégager militairement de toute une série de régions du monde. Il faut que les États-Unis réduisent leur engagement dans l'OTAN. Et évidemment, c'est un discours qui, d'une certaine manière, peut être tout à fait compris par la Russie. D'un point de vue économique, entre les deux puissances? Alors, d'un point de vue économique, il faut savoir que les relations entre la Russie et les États-Unis ont été beaucoup moins touchées par les sanctions que les relations entre l'Union européenne et la Russie. Donc ça c'est un point. Alors, c'était poussé un peu par Washington. Voilà, tout à fait. C'est un point paradoxal. Ou peut-être pas, parce qu'effectivement, vous avez tout à fait raison de dire que Washington, évidemment, a poussé à la roue, mais il y a aujourd'hui des grands contrats qui sont en cours. Les États-Unis ont besoin des moteurs fusées russes pour propulser leurs fusées. Et inversement, ils ne s'opposeront pas aux relations entre les sociétés de fourniture de techniques et de technologies en matière pétrolier et gazier et les grandes sociétés russes, qu'il s'agisse de Gazprom ou de Rosneft. La position de l'Europe sur une reconfiguration entre Washington et Moscou, c'est de regarder le train passer, c'est quoi? Il y a un risque. Il y a effectivement un risque que ce soit regarder le train passer, que nos dirigeants soient tellement pris par surprise par cette situation qu'ils restent sans voix. Et puis, il peut y avoir une autre attitude qui consiste à dire, bon, voilà, on est rentré dans un autre monde, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, prenons-en acte et commençons à discuter avec tout le monde. Avec M. Trump, bien entendu, il va falloir discuter, il est important de discuter avec lui, mais discuter aussi
avec Vladimir Poutine, par exemple, décider d'arrêter les sanctions, ou commencer à démanteler peut-être le processus de sanctions, être sérieux sur la question de l'Ukraine, où on voit bien aujourd'hui que la Russie appuie les accords de Minsk, que c'est plutôt le gouvernement ukrainien qui, parce qu'il pensait pouvoir s'appuyer sur les États-Unis, freiner l'application des accords de Minsk. Alors, est-ce que le gouvernement ukrainien va lui-même comprendre ce qui s'est passé à Washington, ce qui s'est passé aux États-Unis, et va en tirer les leçons? On peut l'espérer, car, et il faut le répéter, il n'y a pas de solution aujourd'hui en Ukraine en dehors des accords de Minsk. Une chance donc pour l'Europe de retrouver son indépendance entre cette bipolarité Moscou et Washington, ne serait-ce que sur le dossier de la défense? Je dirais surtout une chance pour les pays européens, parce qu'il faut bien comprendre, l'Europe de la défense, ça fait 30 ans qu'on en parle, hein, et voilà. Bon, et elle n'a jamais avancé. Pourquoi n'a-t-elle jamais avancé? Mais tout simplement parce qu'il y a des différences de politique fondamentales entre les pays européens. Et vous savez, on a beaucoup parlé d'une possible Europe de la défense simplement entre la France et l'Allemagne, ou la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, etc. Qu'est-ce qui a fait capoter cela? C'est que fondamentalement, l'Allemagne ne veut pas prendre la responsabilité d'opérations extérieures. Alors elle dit que oui, elle pourrait y consentir s'il y avait... Mais fondamentalement, il y a une espèce de rejet de cette idée des opérations extérieures, et ça se comprend parfaitement, si vous voulez, quand vous connaissez l'histoire de l'Allemagne, quand vous connaissez la mentalité aujourd'hui des jeunes générations en Allemagne, il y a une espèce de répulsion avec cette notion... Contre la fameuse Macht, la puissance allemande. Voilà, tout à fait. Par contre, en France, on n'a pas du tout ce type d'attitude. Donc, on voit bien qu'on ne pourra pas arriver à construire quelque chose de ce point de vue-là. La seule chose qu'on peut arriver, c'est peut-être de se répartir les tâches, peut-être de se coordonner un petit peu mieux, mais je ne crois pas en l'existence aujourd'hui d'une Europe de la défense. Je vous remercie beaucoup, Jacques Sapir, pour toutes ces réponses. L'émission est terminée, mais comme d'habitude, évidemment, vous pouvez la retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous, car l'information continue. Au revoir.